Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Vers la fin de la production d'hydrocarbures en France, Nicolas Hulot veut en finir avec cette énergie fossile. Le ministre de l'écologie entend ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Il défend son projet cet après-midi devant les sénateurs qui ont profondément remanié son texte en commission. Analyse à suivre. Suite des révélations des Paradise Papers, après des personnalités politiques, c'est au tour des multinationales d'être pointées du doigt. Facebook, Nike, Apple, toutes sont devenues de véritables championnes de l'évasion fiscale à la limite de la légalité. On en parle avec notre invité, le philosophe Gaspard Koenig. Qu'est-ce qu'être de droite aujourd'hui? Les Républicains ont dévoilé les conclusions de leur questionnaire. Objectif, tirer les enseignements des défaites de 2017 et poser les bases d'une refondation. Faut-il y voir un avertissement à Laurent Wauquiez, grand favori pour la présidence du parti? Le débat dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Après 4 mois de travaux, les LR à l'heure de la synthèse, les 235 000 adhérents ont été sondés pour un droit d'inventaire. Il doit permettre au parti de se remettre en mouvement. Fabien Recker. L'heure de la refondation a sonné chez les LR. Présenté ce matin, un rapport de 80 pages tire les conclusions de 4 mois de travaux et de consultations des militants. Un document qui ne veut pas tenir lieu de programme, mais qui doit servir de socle à la reconstruction. C'est sur ces bases que nos candidats à la présidence des Républicains doivent s'inspirer, je le crois, pour élaborer leur programme, celui qui va être proposé à nos militants lors de notre prochain congrès en décembre. Traumatisé par 2 débâcles électorales, à la présidentielle puis aux législatives, le parti de la droite et du centre cherche une ligne et un semblant d'unité. Alors qu'Emmanuel Macron a changé la donne, coupant l'herbe sous le pied des partis traditionnels, le feuilleton de l'exclusion des constructifs a quant à lui mis à nu les divisions internes qui déchirent la droite. Une droite qui essaie visiblement de tourner la page. Je ne suis pas favorable aux exclusions, ni des constructifs, ces faits n'en parlons plus, ni de sens commun sur le principe, parce que je préfère construire une droite qui non seulement rassemble, mais qui fasse envie, qui suscite l'adhésion, plutôt qu'une droite qui exclut. Si les militants ont joué le jeu de la consultation, la question du positionnement des LR sera en partie tranchée les 10 et 17 décembre. Les Républicains se choisiront alors un nouveau président. Oriane Mancini nous a rejoint sur ce plateau, journaliste politique à Public Sénat. Oriane, avec ce rapport sur la refondation de la droite et du centre, les Républicains tirent les leçons de leur défaite? Ben oui, Delphine, le droit d'inventaire, maintes et maintes fois repoussé, a enfin eu lieu chez les Républicains. Des Républicains conscients qu'il fallait réagir et qu'ils n'avaient pas le choix après ce qu'ils appellent la double déflagration de la présidentielle et des législatives. C'est le dernier avertissement à une droite qui ne peut plus se permettre de reproduire les mêmes erreurs, peut-on lire dans ce rapport. Cependant, Delphine, pas question de désigner des coupables à la période de grosses turbulences qu'a traversé le parti et dont il n'est toujours pas sorti, a dit ce matin Bernard Accoyer, le secrétaire général, qui prend donc bien garde de ne pas cibler leur dernier candidat à la présidentielle, François Fillon. À l'évidence, nous avons commis ensemble un certain nombre d'erreurs depuis plusieurs décennies. Un bon moyen de diluer les responsabilités. Le maître mot, Oriane, de cette refondation, c'est aussi le rassemblement. Oui, réconcilier les droites, c'est tout l'enjeu de cette refondation. Les Républicains qui ont réaffirmé l'existence de plusieurs sensibilités en leur sein. Savoir faire vivre les droites françaises, c'est notre défi à la présidence des Républicains, a déclaré Bernard Accoyer. Problème, ils s'apprêtent à élire à leur tête Laurent Wauquiez, qui est loin d'avoir l'image de l'homme de rassemblement, de l'homme de consensus et qui ne fait d'ailleurs rien pour le devenir. Preuve en est lors de son déplacement de campagne à Mandelieu-la-Napoule le 25 octobre dernier. Écoutez ce qu'il disait des constructifs. Et ce foutoir généralisé dans lequel on est en ce moment, croyez-moi, si jamais je m'occupe de la famille des Républicains, c'est fini. On va y remettre de l'ordre et ces espèces de guignols qui, tout en nous ayant trahis, continuent à donner des leçons avec un cynisme insupportable, les constructifs, c'est dehors. Dehors. Un point, c'est tout. Reconnaissez, Delphine, qu'il y a mieux pour faire vivre les différentes sensibilités, surtout que des personnalités, et non des moindres, au sein des Républicains, et qui le sont encore, étaient contre ces exclusions des constructifs. On peut citer notamment Dominique Bussereau, Fabienne Keller, Alain Juppé ou encore Christian Estrosi.
Et le soir même, dans cette même ville de Mandelieu-la-Napoule, Laurent Wauquiez, il tenait un meeting aux accents très droitiers. Il a une nouvelle fois pourfendu l'assistanat. Il a réaffirmé une ligne de fermeté sur l'immigration, exprimé ses réserves envers cette Europe passoire qui reste passive face aux vagues migratoires. Ce n'est pas le meilleur moyen là de rassembler la droite et surtout le centre. Et c'est surtout de quoi brouiller le message voulu par Bernard Accoyer ce matin. Bernard Accoyer, le secrétaire général, qui a prévenu: je n'imagine pas que le prochain président ne se saisisse pas de ce rapport et je lui recommanderais fortement, comme un appel à Laurent Wauquiez, à la modération et au rassemblement. Merci beaucoup Oriane pour votre analyse. On continue les réactions sur cette refondation annoncée de la droite et du centre avec vous, Saveria Rojek, en direct de la salle des conférences. À vos côtés, le sénateur Les Républicains, Roger Karoutchi. Bonjour Roger Karoutchi. Bonjour. La droite réfléchit, la droite fait sa mue. J'ai envie de dire, il était temps. Elle y est un peu obligée. Il faut reconnaître qu'après la claque des présidentielles et la baffe des législatives, on peut aussi ne rien faire, mais on est obligé. Nos adhérents le demandent, parce que ils ont été très décontenancés par ce qui s'est passé, très déçus, très amers. Donc ils demandent un renouvellement, une refondation, je ne sais pas si le terme est bon, en tout cas un renouvellement des méthodes de fonctionnement du parti, un renouvellement du lien entre les adhérents, les dirigeants, et un renouvellement qui puisse nous permettre d'être en position de l'emporter. Alors, 235 000 adhérents ont donc répondu à ce questionnaire. Est-ce que déjà vous saluez cet exercice d'introspection et qu'est-ce qu'il en sort de cet exercice? C'est pas la première fois. À plusieurs reprises, la formation politique s'est adressée aux adhérents pour poser des questionnaires, demander quels étaient leurs sentiments lorsqu'on faisait notamment des conventions thématiques en 2015-2016. Mais c'est bien que les adhérents soient consultés. Ce qu'il en sort, mais on le sait, c'est qu'on affirme, peut-être un peu facilement, mais on affirme que les adhérents sont à droite. À droite, sans excès, mais à droite. Qui ne veulent pas d'alliance avec le Front National, mais qui veulent la réaffirmation des valeurs de droite, qu'ils souhaitent que l'on sorte de l'ambiguïté sur un certain nombre de sujets, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'identité, sur la nation, sans excès, mais ils veulent qu'on sorte de l'ambiguïté. Et puis ils demandent à ce qu'on rétablisse en interne un peu d'ordre, un peu de discipline, un peu de système qui fonctionne de manière cohérente et collective. C'est ce qui ressort véritablement de ce diagnostic des adhérents, un retour à la vraie droite? Je n'ai jamais su ce qu'était la vraie droite. Il n'y a pas la vraie droite et la fausse droite. Il y a le sentiment que la droite républicaine, comme on dit parfois, elle s'appuie sur un certain nombre de valeurs, sur la nation, sur l'autorité de l'État, sur la République, sur les valeurs classiques qui ont fait l'identité de la France, sans excès, sans exclusif, sans sectarisme, mais en étant fiers de ce que nous sommes, et pas avoir à dissimuler ou à suivre l'air du temps, les modes. Parce que ça n'est pas du tout l'objet. Vous dites sans exclure, sans sectarisme. Est-ce que c'est ça, Laurent Wauquiez, j'allais dire? Est-ce que la voie de la Renaissance, la voie de la reconquête pour la droite, c'est celle de Laurent Wauquiez? À mon sens, je le parraine, Laurent Wauquiez est le mieux placé, et celui qui va gagner, je pense. Et pourquoi le mieux placé? C'est que le premier élément pour une formation politique, c'est d'être crédible, identifié, d'avoir un porte-parole. Et nous avons besoin, si on veut que la voix des Républicains soit à nouveau entendue, nous avons besoin d'un président reconnu, crédible, qui soit dans les médias comme dans l'opinion, comme chez les adhérents, susceptible de dire de lui, c'est le patron. Quand on ne peut pas dire de quelqu'un, c'est le patron, quelles que soient les qualités des autres candidats, vous êtes perdant au change. Donc c'est à lui d'être le patron. Et le patron a un devoir premier, assurer l'unité de la formation politique en rassemblant les sensibilités, en ouvrant, en excluant personne et en donnant un cap. Très bien. Merci beaucoup. Merci Roger Karoutchi d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Les révélations se poursuivent dans l'affaire des Paradise Papers. Cette fois, ce sont les multinationales qui sont pointées du doigt, de Nike aux Pays-Bas à Apple en Irlande, en passant par Whirlpool au Luxembourg. Toutes multiplient les stratégies pour échapper à l'impôt et alléger leurs factures fiscales. Les réactions au Sénat avec Stéphane Amalian. Ce n'est pas d'évasion dont il est question, mais bien d'optimisation fiscale, un moyen légal de contourner l'impôt. Une nuance que ne manque pas de rappeler une partie des élus de la droite sénatoriale. Tant que les gens pourront dire « mais moi légalement j'ai rien à me reprocher », ça continuera.
Condamner l'intelligence, c'est difficile, hein, mais on ne peut pas empêcher les entrepreneurs de trouver les meilleurs moyens d'être compétitifs par rapport à leurs concurrents. Pour les sénateurs socialistes, ce nouveau scandale vient creuser le fossé entre riches et pauvres. On vient nous demander de faire des économies sur des emplois aidés qui sont nécessaires pour le lien social dans nos collectivités. Et à côté de ça, les citoyens constatent tous les jours que c'est gigantesque. Ce sont des dizaines de milliards qui échappent à l'impôt. Bruno Le Maire a annoncé vouloir faire des propositions à Bruxelles pour plus de transparence et plus de sanctions contre les États qui encouragent ces pratiques. Chacun sait que la lutte contre l'optimisation fiscale ne peut se faire que par un consensus entre les États. Est-ce qu'il y aurait une coopération internationale suffisante pour arriver à la suppression de cette évaporation fiscale qui atteint effectivement nos budgets nationaux? C'est absolument essentiel. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a annoncé vouloir accélérer la publication de la liste noire des paradis fiscaux. Il entend prendre des mesures pour que les intermédiaires financiers soient responsables et que les comptabilités des multinationales soient rendues publiques. Il aura donc la lourde tâche de convaincre l'ensemble des ministres des Finances de l'Union européenne. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, était l'invité de nos confrères de France Info. Pour lui, la solution à ce problème d'évasion fiscale passe par l'Europe. On l'écoute. Je crois qu'il faut que l'Union européenne réagisse et la France a un rôle particulier à jouer sur ce point. Mais on dit ça tout le temps, puis il n'y a rien qui change. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ah oui, et vous avez raison ça, de le dire. Voilà pourquoi moi j'appuierai toute démarche du gouvernement et que je partage ce qui vient d'être dit. Je l'avais écrit dans un rapport et je m'aperçois que 20 ans après, c'est comme Alexandre Dumas. Pas grand-chose n'a bougé du côté de l'Irlande et du Luxembourg. Et Noura Amadi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Noura, journaliste pour Public Sénat, spécialiste des questions européennes. LuxLeaks, SweetLeaks, Panama Papers, maintenant les Paradise Papers. À chaque scandale, les visages se tournera vers l'Europe et pointe sa responsabilité. Oui, et on vient de l'entendre en fait avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Depuis novembre 2014 et la révélation des Luxembourg Leaks, dit LuxLeaks, l'Union européenne n'en finit pas d'être secouée par les scandales. Alors je rappelle juste les LuxLeaks. Novembre 2014, c'est une pratique de tax ruling. Les tax ruling, c'est une capacité pour les entreprises d'aller directement négocier ses impôts avec les États. On a vu ça au Luxembourg, mais c'est une pratique à l'époque extrêmement répandue dans l'Union européenne. Là, Jean-Claude Juncker, qui vient de prendre la présidence de la Commission européenne, ancien Premier ministre du Grand-Duché, le scandale est absolument énorme. Et bien entendu, les parlementaires européens, comme souvent, poussent pour une commission d'enquête. Hors de question pour les alliés de Jean-Claude Juncker. Donc cette commission d'enquête n'aura jamais lieu. Quelques mois plus tard, c'est les Panama Papers, et là cette fois-ci c'est de l'évasion fiscale. Les parlementaires remontent au créneau, une fois de plus, pour demander une commission d'enquête qui cette fois-ci est adoptée. Cette commission, puisqu'on entendait là à l'instant de la part notamment du président du Sénat, que fait l'Europe? Eh bien cette commission a rendu et a fait voter un rapport largement adopté qui a mis en place en fait des dispositifs, et en ce moment les négociations vont bon train entre la Commission, les parlementaires européens et le Conseil. Qui bloque, comme d'habitude dans l'adoption en fait de cette directive, c'est le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Les États membres parmi lesquels on retrouve l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore Malte, des pays qui sont aujourd'hui directement pointés dans ces questions de tax ruling, dans ces questions d'évasion fiscale, et qui, dans le cadre en fait de la concurrence entre les États, dans l'exonération fiscale, dans l'assiette fiscale en fait des entreprises, font qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, on a des disparités entre les États, et c'est aujourd'hui aussi cela qu'il va falloir trancher, et on voit bien que ce n'est pas évident. Et l'autre dossier, le serpent de mer, si on peut dire, c'est cette fameuse liste des paradis fiscaux que Pierre Moscovici, le commissaire européen, qui sera d'ailleurs auditionné tout à l'heure au Sénat, appelle de ses vœux avant fin 2017. Effectivement, Delphine, là aussi c'est un serpent de mer. Ça fait plusieurs années qu'on attend cette liste. Elle devait à l'origine être publiée fin 2016. Mais là aussi, le code de conduite, le groupe code de conduite qui a été créé au sein du Conseil, c'est-à-dire la représentation des États,
qui négocie dans une totale opacité. On attend toujours cette liste. Donc là, effectivement, le commissaire Pierre Moscovici a tapé du poing sur la table et appelle de ses voeux cette liste pour le 5 décembre prochain, pour qu'elle soit adoptée lors d'un conseil ECOFIN, c'est-à-dire des ministres de l'économie et des finances. Et en attendant, ce qu'on sait, c'est que là aussi, les États blocs, c'est des négociations entre États sur la définition, tout bêtement, de ce qu'est un paradis fiscal et de qui on doit mettre, bien entendu, dans cette liste. Problème, on sait d'ores et déjà qu'aucun membre des États de l'Union, aucun membre de l'Union européenne ne sera dans cette liste. Or, il y a un vrai problème sur notamment les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg ou encore Malte. Oxfam International, l'ONG, les a classés notamment parmi les 15 pires paradis fiscaux au monde. Et on pense aussi, en fait, aux Britanniques qui ont sous leur coupe, en fait, beaucoup d'îles, Jersey, Guernesey, Caïmans, etc., l'île de Man. Et on attend, pour le coup, là, peut-être que le Brexit va pouvoir ouvrir la voie à la classification. Là, une liste devrait normalement pouvoir sortir d'ici fin décembre. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Nora. Le bras de fer se poursuit entre les forains et la mairie de Paris. Ils s'opposent à la suppression de leur marché de Noël sur les Champs-Élysées. En protestation, ils ont organisé une deuxième journée d'opération escargot autour de la capitale, tandis qu'un recours a été déposé en justice par leur leader, Marcel Campion. Les explications de Flora Sauvage. Opération escargot, barrage filtrant, circulation coupée autour de la capitale. Les forains sont en colère contre la suppression de leur marché de Noël sur les Champs-Élysées. On ne se laissera pas couper la tête. On ira jusqu'au bout car nous sommes des hommes libres, nous sommes des commerçants à part entière, nous n'avons aucune subvention d'État à part notre sûr de travail. Outre les blocages, les forains comptent sur la justice pour emporter le bras de fer qui oppose leur chef de file, Marcel Campion, à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il a déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris. J'ai essayé de dialoguer avec tout le monde. Vous savez ce qu'ils font depuis quelque temps? Ils nous ferment la porte. On ne peut plus discuter avec personne. C'est une mairie socialiste qui se fait fi de 2000 emplois. Mais la mairie de Paris a rappelé sa décision. Il n'y aura pas de marché de Noël en décembre sur les Champs-Élysées. Une décision qui avait été votée à l'unanimité par le Conseil de Paris en juillet. Elle doit s'appliquer pour des raisons qui tiennent à la qualité médiocre des animations et des produits vendus. L'audience du tribunal administratif doit avoir lieu le 14 novembre. Le baptême du feu de Nicolas Hulot au Sénat. Le ministre de la Transition écologique doit faire face à l'opposition de la majorité sénatoriale. Elle refuse de stopper la production d'hydrocarbures. Un peu plus tôt ce matin, le ministre a admis que la France ne pourrait pas ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. L'apprentissage est difficile pour le nouveau ministre, qui se donne d'ailleurs 1 an pour être utile. Marie Brémaud. Il va falloir évidemment que nous allions encore plus vite et plus loin, mais ça montre que les choses sont possibles et donc c'est une très bonne nouvelle. Un peu de méthode Coué pour se donner du courage, car il n'est pas facile d'incarner le chevalier blanc de la transition énergétique dans ce gouvernement. Et face aux principes de réalité, il faut savoir parfois énoncer certaines vérités. C'est qu'effectivement, si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques, ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon, et probablement que si on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait peut-être même rouvrir d'autres centrales thermiques. La route est encore longue et sinueuse pour le nouveau venu de la société civile. Sur le glyphosate, le CETA, les perturbateurs endocriniens, le nucléaire, certes, il a dû faire des compromis. Mais Nicolas Hulot se bat sur tous les fronts. Et moi, je suis à la bourre du coup. Et pour les convaincus de la première heure, la bataille écologique entamée par le ministre n'est pas perdue d'avance. Il y a beaucoup de questions lourdes sur la table qui heurtent évidemment des lobbies, qui nécessitent une vraie transition. Donc j'ai l'impression qu'on est dans le dur. Moi je n'ai pas le sentiment que Nicolas Hulot aujourd'hui ait perdu les arbitrages, mais en face il y a des lobbies extrêmement puissants. Elle aussi s'était heurtée au lobby puissant du temps où elle était à sa place. Ségolène Royal observe aujourd'hui avec attention le travail de son successeur. Pour lui rendre service, il faut que je sois, comme vous le dites, non complaisante et exigeante, parce qu'il y a des décisions qui ne dépendent pas exclusivement de lui. Loin d'être dupe, la prise de guerre d'Emmanuel Macron s'est donné 1 an pour voir s'il pouvait être utile. C'est de faire en sorte que... Et on va retrouver tout de suite Tam Tranui dans l'hémicycle du Sénat qui suit pour nous les débats autour de ce projet de loi qui vise à stopper la production d'hydrocarbures en France. Je le disais, le Sénat, Tam, a largement détricoté le texte du ministre.
Oui, effectivement, et Nicolas Hulot est d'ailleurs en train de s'exprimer derrière moi, puisque la discussion générale vient de se terminer donc sur ce projet de loi qui a pour objectif d'en finir avec l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en France horizon 2040. Nicolas Hulot concrétise ainsi une promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'en finir avec les énergies fossiles. L'objectif, c'est aussi que la France donne l'exemple au niveau mondial. D'ailleurs, Nicolas Hulot, tout à l'heure, s'est exprimé en une adresse aux sénateurs autour de la gravité de la crise climatique. On l'écoute. Nous sommes déjà dans la crise climatique et la démonstration qui a été faite à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, qui nous a probablement plus touchés par la proximité géographique, citoyenne, culturelle, n'est qu'un sinistre échantillon de ce qui risque de se répéter dans un avenir proche. La France a été leader incontestablement dans le partage du diagnostic, dans la prise de conscience. Et il faut lui reconnaître que dans l'accord de Paris, qui tient presque du miracle diplomatique, elle a permis l'établissement de cette feuille de route. Mais une feuille de route ne vaut pas succès. Nous rentrons maintenant dans la mise en œuvre et c'est là que nous devons également être exemplaires. Nicolas Hulot souhaite donc que la France conserve son leadership acquis avec l'accord de Paris. Je précise quand même que contrairement à ce qu'a pu dire l'exécutif, la France ne serait pas la première à interdire l'exploration d'hydrocarbures sur son sous-sol. Il y a déjà eu le Costa Rica. Et par ailleurs, il est vrai que le texte a surtout une valeur de symbole puisque la France ne produit que 1% de sa consommation d'hydrocarbures nationale, ce qu'elle n'a pas manqué de rappeler la rapporteure LR Elisabeth Lamure. En interdisant une production nationale qui couvre à peine 1% de nos besoins en pétrole et 0,1% en gaz, le gouvernement a choisi le symbole au détriment de l'efficacité. Reste que la majorité sénatoriale n'a pas cherché à donner plus d'ambition environnementale au texte, bien au contraire. Elle a fait valoir les enjeux économiques qu'il y a, 1500 emplois directs, 4000 emplois indirects menacés, et elle a renforcé les dérogations d'exploitation au-delà de 2040, des dérogations que comprennent déjà le texte initial. Elle a également autorisé l'exploitation d'hydrocarbures pour des objectifs de recherche, ou bien encore lorsqu'il n'y a pas de combustion. C'est le cas lorsque l'on utilise la chaleur dégagée par ces hydrocarbures pour chauffer par exemple des écoquartiers, c'est le cas dans le bassin d'Arcachon, ou encore pour fabriquer des matières plastiques. Pas de combustion, ce n'est pas là un argument qui convainc le gouvernement, on ne s'en étonnera pas. Merci beaucoup Tam pour toutes ces explications. Alors même si la production, vous l'avez rappelé, d'hydrocarbures reste faible en France, elle représente 1% de la consommation nationale, les sites de production s'inquiètent des conséquences de ce projet de loi. Ils redoutent entre autres une augmentation des importations. Voyez ce reportage en Seine-et-Marne de Samia Dechir. Nous sommes sur le site de Champotran où on produit environ 2500 barils jour. Et ici, nous avons donc les derniers forages, les derniers puits qui ont été forés. Donc chaque puits environ produit aux alentours d'une centaine de barils chacun. C'est le plus gros gisement pétrolier de France. La concession de Champotran appartient au groupe canadien Vermillon. Le site compte une cinquantaine de puits, forés à plus de 2000 mètres de profondeur. Toute la production de cet emplacement passe dans ces canalisations que l'on voit ici. La production passe ici et va directement sur le stockage de Vaudois-en-Brie, là, à environ 5 km d'ici. Une fois acheminé sur ce site de stockage, le pétrole est expédié à une raffinerie voisine. Un circuit local qui pourrait disparaître d'ici une vingtaine d'années. Car le groupe Vermillon a une autorisation d'exploitation jusqu'en 2038. Mais un projet de loi prévoit d'interdire tout renouvellement de concessions d'hydrocarbures en France après 2040. Une date bien trop proche pour le groupe. Nous avons aujourd'hui extrait environ 25% du pétrole que nous estimons ici en place sous nos pieds sur cette concession de Champotran. Donc certainement que d'ici une vingtaine d'années, on va peut-être avoir atteint un taux de récupération de 30%. Donc on peut imaginer qu'il restera encore sous nos pieds des quantités très importantes de pétrole d'où cette activité sera terminée en 2040 si le projet de loi passe en l'état. Le projet de loi vise à accélérer la transition vers des énergies renouvelables. Mais pour Vermillon, le texte aura au contraire un impact environnemental négatif. Tout le pétrole de Seine-et-Marne est consommé localement. Ce qu'on ne produira plus ici après 2040, il faudra donc l'importer.
oui, nous allons moins consommer, mais nous allons toujours avoir besoin, à l'horizon 2040-2050, beaucoup de pétrole en France. Et ce pétrole, s'il est produit ici, il est moins impactant pour la planète que le pétrole qu'on fait venir de l'étranger, de l'Amérique du Sud, de l'Arabie Saoudite et de l'Afrique. La France importe déjà la quasi-totalité de son pétrole. Seul 1% de la consommation nationale est extraite sur notre sol, soit 815 000 tonnes par an. Et on ouvre tout de suite le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Juliette Renaud. Bonjour, vous êtes chargée de campagne sur les industries extractives pour l'ONG Les Amis de la Terre. Merci d'être avec nous. Joël Labbé, Francis Dusseux, pardon, est également sur ce plateau, président de l'UFIP, c'est l'Union française des industries pétrolières. Merci à vous. Joël Labbé est également sur ce plateau. Vous êtes sénateur RDSE du Morbihan, membre de la Commission des affaires économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Ladislas Poniatowski, bonjour, vous êtes sénateur Bonjour. Les Républicains de l'Eure, vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères. Première question pour vous, Joël Labbé, puisqu'on a vu le Sénat finalement en commission détricoter le texte dans la version souhaitée par le gouvernement. Les sénateurs estiment bien que ce texte est plutôt un symbole qui se fait au détriment de l'efficacité. Qu'en pensez-vous ? C'est effectivement un symbole, mais qui ne se limite pas au symbolique, justement, parce que c'est un acte fort. Et en portant le regard français vers le moyen et le long terme, enfin, j'oserais dire, parce qu'il s'agit de 2040, donc ce n'est pas un coup près. Le monde industriel lié à ces activités a le temps d'assurer sa transition, parce que cette transition est absolument nécessaire. N'oublions quand même pas que l'on doit rester sous la limite des 2 degrés d'élévation de température. Et pour cela, il faut absolument que 80% des ressources hydrocarbures restent dans le sol. D'où cette nécessité de montrer l'exemple. Et en parallèle, c'est de travailler évidemment sur les économies d'énergie et sur la production d'énergie renouvelable, où là, il y a un secteur industriel en développement avec un potentiel de développement extraordinaire. Ladislas Poniatowski, expliquez-nous un petit peu la position du Sénat. Pourquoi, en commission, finalement, les sénateurs ont-ils souhaité mettre un coup d'arrêt à cette fin souhaitée par le gouvernement de la production d'hydrocarbures ? D'abord parce que nous sommes très dubitatifs sur ce que donnera ce texte. On a bien compris le symbole, ce sont des mesures pas du tout pour tout de suite, pour 2040. Ensuite, il a un caractère un peu donneur de leçons. Vous avez vu que la COP 21 ne se passe pas très bien, la preuve. La COP 23 de Bonn essaie de rattraper ce qui ne se réalise pas et le retard que l'on prend partout. Et donc, qu'est-ce que nous faisons, nous ? Nous sortons ce texte-là. Et il a un peu un caractère donneur de leçons, de genre plus écolo que moi, tu meurs. D'où ce genre de mesures qui sont prises, qui sont vraiment, qui ne servent pas à grand-chose. C'est le premier volet. Mais bizarrement, ce que moi j'apprécie dans le texte, c'est tout le reste. C'est-à-dire, c'est devenu un texte fourre-tout. On parle de plein de problèmes de distribution d'électricité, de problèmes de transport, de gaz. On parle de problèmes de stockage. On parle de toute une série de problèmes qui sont des occasions, puisque le texte touche l'énergie, de régler un certain nombre de petits problèmes, comme par exemple le raccordement des éoliennes en mer sur le territoire national. On va y venir si vous voulez bien. Et donc c'est un fourre-tout qui, lui, n'est pas inintéressant. Votre réaction à ce que vous venez d'entendre, Juliette Renaud. Vous aussi, on a vu les ONG accueillir finalement un peu de façon frileuse ce premier projet de loi défendu par Nicolas Hulot. Et pourtant, même si on est dans le symbole, ça reste important, Joël Labbé l'a rappelé. Oui, c'est-à-dire que ce texte, nous, on l'a toujours rappelé, on est complètement d'accord avec l'objectif ambitieux et approprié puisqu'il s'agit de transcrire dans des actes concrets les engagements qui ont été pris dans l'accord de Paris, dans les actes concrets, d'essayer de limiter ce réchauffement climatique en deçà des 2 degrés. Malheureusement, ces actes concrets ne sont pas suffisants. C'est un premier pas dans la bonne direction, mais il faut non pas, comme c'est en train de le faire le Sénat, détricoter un peu plus, mais renforcer au contraire l'ambition qu'il y a dans ce texte. 2040, c'est beaucoup trop tard. Francis Dusseux, vous représentez les industries pétrolières sur ce plateau. Comment avez-vous accueilli ce projet de loi ?
Je voudrais dire deux choses en préalable. D'abord, je crois que c'est une bêtise de poser les énergies entre elles. Je voudrais rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, le pétrole consommé en France, c'est 45% de l'énergie totale consommée dans ce pays, ce qui est énorme. Et même si on est absolument conscient que la consommation va baisser pour toutes les raisons évoquées, le réchauffement climatique, la fiscalité, etc. Imaginez qu'on réduise de 30% à l'horizon 2030, c'est l'objectif du gouvernement, ça fera encore 50 millions de tonnes de pétrole consommé dans ce pays. Et il n'y a pas de moyen technologique d'accélérer. Donc je dis, c'est bizarre cette loi, parce que dans la mesure où si on était convaincu qu'en 2040, il n'y a vraiment plus d'utilisation de pétrole en France, parce qu'on a les alternatives, il y aurait un sens. Là, pas du tout. On aura besoin de pétrole et tous les experts sont d'accord. Et encore en 2050, peut-être moins, bien sûr moins, mais on aura besoin de pétrole. Et moi, je défends le Made in France, c'est-à-dire tout ce qu'on peut produire en France. Ça génère des revenus, ça génère des jobs. Surtout, ça émet moins de CO2 parce que ce pétrole qu'on ne produira plus en France en 2040, il faudra l'importer. Et en l'important, il y aura du CO2 au transport. Les gens qui produisent le pétrole en Afrique, ils le font différemment. Nous, on fait tout l'électricité. Donc, sur le plan écologique, l'objectif n'est même pas atteint. Donc, si vous voulez, c'est bizarre comme loi, c'est pas très logique. Et puis, alors, la valeur d'exemple. Alors, écoutez, excusez-moi, mais en tant que citoyen français, j'ose pas croire 5 minutes que la France soit capable de donner une leçon ou d'influencer la politique de production de pétrole en Arabie Saoudite, en Russie, aux États-Unis. Je crois que c'est pas possible. Faut être raisonnable. Et là, ne risque pas de nous emboîter le pas. C'est ce que vous dites. Joël Labbé, c'est vrai que cet argument a été développé en séance cet après-midi. Si on arrête la production locale, nationale, on va forcément importer plus de pétrole et on n'est pas sûr du tout de l'empreinte carbone du pétrole importé. Que répondez-vous ? Oui, tout ça c'est lié. Si on s'interdit de le produire ici, c'est pas pour l'importer d'ailleurs. L'objectif, c'est véritablement d'assurer la transition vers les énergies renouvelables. Une production française d'énergie renouvelable. On est en train de perdre du retard là-dessus parce qu'on n'est pas assez radicaux dans nos décisions. La question des économies d'énergie, on peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait. Et j'évoquais cet après-midi en discussion générale la question de l'agriculture. Le fameux 4 pour 1000. Si, à l'échelle planétaire, on est en capacité de faire en sorte que les stocks augmentent leur capacité, que les sols augmentent leur capacité à stocker le carbone de seulement 4 pour 1000, on donne une réponse quasi générale aux gaz à effet de serre. Ça veut dire, là encore, dans ce domaine, la remise en question d'un système agricole industrialisé. Derrière vous et nous, en fait, il y a deux modes d'évolution, deux modes de développement. Pour moi, il y a le mode du XXe siècle qui tente à se continuer. Et pour nous, il s'agit d'une façon très déterminée d'ouvrir les portes du XXIe siècle, le siècle de l'après-carbone, parce que vous le vouliez ou non, il faut absolument que l'on s'en sorte. Et on va s'en sortir positivement et avec bonheur, dans la mesure où on est lucide et on prend notre destin en main. Oui. Mais est-ce qu'on peut se passer des énergies fossiles, Ladislas Poniatowski ? Tout de suite, non. Ce ne sont pas des éoliennes qui feront avancer les camions, les péniches, les voitures, j'en suis désolé. Mais sur le plan économique, il y a un autre point sur lequel je voudrais insister, parce que je suis totalement hostile sur ce volet-là. On est en train de condamner, de planter un couteau dans le dos de l'outre-mer, et notamment de la Guyane. On va donc interdire. On a permis à Total de continuer à rechercher, éventuellement à explorer jusqu'en 2040. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe. En Guyane hollandaise et en Guyane anglaise, on a trouvé des stocks de pétrole et de gaz vraiment très intéressants. Et donc ces deux pays-là sont partis pour avoir un développement économique qui va aider leur population. Il est vraisemblable qu'en Guyane française, tout ça se touche. Le sous-sol, il suffit au lieu d'aller chercher en bas, d'aller chercher en biais. Regardez ce qui se passe en Angola, c'est pas difficile et il y en a forcément. Dans ce département d'outre-mer qui est quand même, économiquement parlant, défavorisé, les populations ont besoin de débouchés. En voilà un formidable. Et qu'est-ce qu'on fait ? Par idéalisme,
on ferme le robinet. Et là, vraiment, je condamne très sévèrement ce comportement idéologique qui tourne le dos à la réalité économique. C'est de l'idéalisme, Ladislas Poniatowski, c'est de l'idéalisme selon vous? Ah oui, totalement. Ah oui. Attendez, c'est un petit peu comme ceux qui refusaient l'électricité au début du siècle. Pourquoi ne même pas vouloir savoir et connaître ce que nous avons dans notre sous-sol? Et il est vraisemblable que dans ce sous-sol-là, en Guyane, on a des choses très intéressante. Est-ce qu'on va se priver, Juliette Renaud, de cette ressource importante, notamment en Guyane, comme le souligne Ladislas Poniatowski? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas du côté des idéalistes, on est du côté des réalistes. C'est-à-dire qu'on a très peu de temps pour agir, on n'a que 5 à 10 ans. Là, on a sorti aujourd'hui un rapport qui a été commandité par les Amis de la Terre Europe, un rapport scientifique de l'Université de Manchester, qui montre que l'Union européenne n'a plus que 9 ans avec son budget carbone et que d'ici 2035, il faut réduire de 95% nos émissions d'énergie. Donc on n'a pas le temps en fait, et les questions de possibilités techniques, etc., la question c'est où est la volonté politique et où est-ce qu'on met l'argent de la recherche? Est-ce qu'on va mettre de nouveau l'argent pour aller regarder ce qu'il y a dans notre sous-sol alors qu'on sait qu'il ne faut plus exploiter d'énergie fossile, ou est-ce qu'on va mettre cet argent, ces ressources, que ce soit des ressources privées ou publiques surtout, dans le développement des énergies renouvelables, dans la recherche des économies d'énergie et de la sobriété énergétique. Sur le nombre d'emplois menacés de la filière, on voit aussi la position du Sénat. Pourtant, il y a certainement des aides qui sont prévues pour permettre une transition vers des énergies renouvelables et des métiers associés au développement de ces énergies. Oui, vous savez, ce qui va se passer, c'est que les compagnies qui sont des compagnies étrangères, elles vont quitter la France. Elles ne vont pas... La reconversion est extrêmement difficile. Non, ce que je voulais te dire, c'est que dans tout ce discours, parce que chacun a son point de vue, son approche, il faut respecter ça. Mais ceci dit, il faut quand même être pratique et pragmatique dans la vie. Quand on parle pétrole, on visualise le fioul domestique, on brûle les chaudières. Il faut éliminer ça. On visualise aussi tous les carburants automobiles. Où là, il y a un problème, encore que l'efficacité des véhicules est améliorée en permanence. Mais vous avez des problèmes que vous n'allez pas résoudre du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole? C'est 15% de l'utilisation sur la planète du pétrole, c'est l'alimentation de la chimie. Et la chimie, c'est la vie. Vous en avez partout ici, sur nos vêtements, partout. Qu'est-ce que vous faites? Vous aurez toujours besoin, tant qu'il y aura de la chimie, et la chimie, c'est la vie, de pétrole. Qu'est-ce que vous ferez pour faire décoller un A380? Il n'y a pas de solution. Demandez aux experts, il n'y a pas d'autre solution. Vous ne le ferez pas, l'électricité. Comment vous fabriquerez les routes? Vous irez chercher le bitume ou ça? Les lubrifiants des moteurs électriques. Comment vous allez les produire? Etc., etc. Je veux pas allonger, mais si vous voulez, je trouve que c'est une vue très raccourcie des choses, qu'on baisse, qu'on fasse des efforts, et on en fait partie, nous. De l'objectif de diversifier les compagnies pétrolières vers le gaz qui est moins nocif pour remplacer le charbon dans les centrales électriques, ou vers les énergies nouvelles. Vous avez toutes les grandes compagnies qui vont vers les énergies nouvelles. Donc je dis, soyons pragmatiques, on s'assoit, faisons confiance aux experts, ou alors on repart au tourisme vert et tout le monde reprend un vélo, mais je ne vois pas cette société-là dans 20 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, vous aurez un problème énorme de civilisation, de job, de tout, de niveau de vie. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut reprendre son calme, travailler ensemble et vraiment mettre noir sur blanc les applications pratiques et les conséquences de ces lois. Et encore une fois, dire « je produis plus en France le pétrole », c'est le Made in France qui n'est pas bon. Il faut faire le maximum pour produire, mais toutes les ressources du sous-sol français sont bonnes à exploiter. Joël Labbé. Bien, vous êtes dans la défense de votre business, ça se respecte. Maintenant, pour deux aspects, vous allez dire, faisons confiance aux experts. Quid des experts du GIEC, qui sont aussi des experts et qui tirent la sonnette d'alarme? Parce que, monsieur, vous comme nous, par rapport à nos enfants, nos petits-enfants, nous n'avons pas le choix. Alors, la question, l'autre point, vous allez dire, la chimie, c'est la vie. Alors, moi, alors, d'abord, la chimie, il y a tous les aspects positifs de la chimie et on ne va pas les nier. Mais maintenant, d'un autre côté, la chimie, c'est la mort. La chimie, par rapport au sol que j'évoquais tout à l'heure, la chimie, c'est la mort. Il faut en revenir, il faut retravailler toute la vie du sol. Et la chimie qui est utilisée à outrance partout sur la planète, c'est une catastrophe, y compris pour le dérèglement climatique et y compris pour la sécurité et souveraineté alimentaire des pays du Sud. Ladislas Poniatowski évoquait tout à l'heure les territoires d'outre-mer.
en parlant de la Guyane par rapport aux ressources de la Guyane, ressources pétrolières. Mais la Guyane, comme nos autres outre-mer, vont être les premières victimes du dérèglement climatique et les pays du Sud, l'ensemble des pays du Sud, qui n'ont aucune responsabilité là-dedans, c'est nous qui l'avons la responsabilité. Donc la question d'être utopiste ou idéaliste, pour nous, il s'agit d'être lucide. Ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'on est idéaliste et l'histoire, hélas, nous donne raison. C'est pas pour le plaisir d'avoir raison et c'est pas être passéiste. Il y a une autre modernité à inventer. D'ici 2040, la question de recherche et développement, on a plein de possibilités. On a une nouvelle économie à développer, à créer avec de nouveaux emplois. Et c'est là où on doit être optimiste et positif par rapport à l'avenir. Nous le devons par rapport aux jeunes générations. Peut-être Francis Dusseux, on peut avoir des usages vertueux malgré tout des hydrocarbures selon vous? Je crois, les petits exemples qui ont été donnés, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter ce qui se passe, une production d'hydrocarbures dans le bassin d'Arcachon, près de la digne du Pilat. On va à 1900 mètres de profondeur et on produit 7 fois plus d'eau chaude que de pétrole. Donc cette eau chaude, elle est redistribuée, redonnée gratuitement par l'exploitant Vermillon à une collectivité locale de 400 logements. Ça fait baisser la facture de chauffage de moitié. C'est typiquement le bon exemple. Mais par contre, si vous dites « je produis plus de pétrole », mais économiquement parlant, ça ne marche pas. Donc il faut continuer à produire du pétrole, le vendre pour justifier la production d'eau chaude. Un peu plus loin, vous avez le même exemple, mais ce que vous faites, vous produisez de l'eau chaude à des serres. Il y a plusieurs hectares de serres de tomates. Bon, c'est peut-être marginal, mais c'est des choses qu'on doit développer, qu'on doit faire ensemble, parce que ça, c'est des usages vertueux. À Lac, ça a représenté quand même 30% de la consommation gazière de la France pendant 20 ans. Maintenant, il y a un petit résidu de production, mais qui est du gaz soufré. Donc, il y a une concession d'exploitation de gaz. Mais ce qu'il y a derrière, je reconnais que la chimie, il faut faire attention. On en parle beaucoup en ce moment. Bon, mais là, il y a des gens qui sont responsables, qui doivent peut-être interdire certains produits dangereux. Entièrement d'accord. Mais ceci dit, l'utilisation de tous les jours, les pare-chocs, les habits, ces meubles, etc., on ne peut pas s'en passer. Il n'y a pas d'alternative? Ou alors on retourne à une vie primaire d'il y a 2 ou 3 siècles? Ladislas Poniatowski, on est au 2e jour, et vous l'avez rappelé, de la COP23 qui se tient à Bonn, présidée par les îles Fidji. Est-ce que vous n'avez pas peur que le Sénat apparaisse finalement à revers, justement, de ces négociations qui sont en cours en Allemagne? Ah non, je ne vois pas pourquoi. Non, c'est totalement un autre débat. La COP 23, aucune décision ne sera prise à Bonn, vraisemblablement. Par contre, le symbole, que ce soit les îles Fidji qui le prédisent, c'est vraiment très intéressant. Parce que ce sont des îles, ce sont des centaines d'îlots qui commencent déjà à être inondés. Donc, ils sont vraiment concernés par ce problème climatique. Ils attendent peut-être des gestes forts, justement, d'un pays comme la France pour lutter contre le réchauffement climatique. À toutes ces décisions de principe qui ont été prises à Paris pour la COP 21, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on prend du retard pratiquement partout. Pratiquement partout. Pas simplement par le nombre de pays, non plus. Pas seulement par le nombre de pays qui n'ont pas suivi. Et donc, c'est pour savoir un petit peu, est-ce que d'ici 1 an ou 2 ans, la COP 24 ou 25, on est capable de remettre un certain nombre de critères à zéro pour voir comment on peut faire. Est-ce que l'objectif, lui, alors c'est un objectif auquel nous avons tous adhéré, tenter de diminuer la hausse de la température de notre planète, bravo. Mais pardon, c'est donc vous adhérez à cet objectif, mais tout en refusant qui va diminuer de voter, de soutenir ce projet de loi de la planète. Juliette Renaud. Je voudrais revenir sur un peu ce que disait, ce que vous disiez, avec les exemples, nouveaux exemples de reconversion. Moi, ce que je vois plutôt, c'est une intention d'essayer de coûte que coûte aller jusqu'à la dernière goutte, chercher la dernière goutte de pétrole et de gaz. On le voit en allant chercher toujours plus loin avec les hydrocarbures non conventionnels, les sables bitumineux, les gaz de schiste. Maintenant, on a cette nouvelle mode, en effet, pour le gaz, qui est censé être l'énergie de la transition, le gaz propre. Le gaz, c'est aussi une énergie fossile. On n'a pas non plus de place pour le gaz dans la transition énergétique. Les fuites de méthane sont très importantes, que ce soit sur l'exploitation de gaz de schiste, l'intensité aussi énergétique, le bilan énergétique du gaz naturel liquéfié qui se développe est catastrophique. Et on est aujourd'hui en train d'investir dans de nouvelles infrastructures gazières, des gazoducs, des terminaux méthaniers, alors qu'on devrait, comme le disait Joël Labbé, tourner la page, entrer dans le 21e siècle et tourner vraiment la page des énergies fossiles.
Eh bien, oui, rapidement pour conclure. Sauf quand même que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, parce que même le véhicule électrique, qui paraît quelque chose de bien... Eh bien, écoutez, quand vous faites le bilan d'un véhicule électrique qui sort de la chaîne de fabrication, il a émis 3 fois plus de CO2 qu'un véhicule thermique normal, juste pour la fabrication de la batterie. Les ressources en lithium, elles ne sont pas inépuisables. Puis vous allez bientôt râler quand vous allez voir ces exploitations massives de métaux rares partout dans le monde. Donc, si vous voulez, les problèmes sont beaucoup plus compliqués que ça. Il faut aller vers une transition énergétique. Mais il y a une solution qui est prônée par les députés, les sénateurs, les compagnies pétrolières. Il faut mettre en place, et c'est la seule vraie mesure pratique, une taxe carbone. Vous taxez, en fonction de la teneur en carbone, les produits. Vous allez rapidement chasser le charbon. On aura l'occasion, Francis Dussault, si vous voulez bien, d'en parler dans un autre débat. On va d'ailleurs retourner voir Tam Tranu, qui suit pour nous les débats dans l'hémicycle. Merci à vous. Tam, la séance est suspendue. Où en est-on dans la discussion de ce projet de loi? Eh bien, la séance a été suspendue alors que l'on allait commencer la discussion des articles et alors que Nicolas Hulot a pris soin de répondre à l'issue de la discussion générale aux différents arguments des sénateurs, cela pour défendre son projet de loi. Alors, on l'a dit, les sénateurs ont ici largement modifié ce projet de loi. Il raille avant tout un texte de symbolique, un texte de communication, puisque la France ne produit, on l'a entendu en plateau, que 1% de sa consommation nationale. Les sénateurs qui s'inquiètent du coup qu'il faille davantage importés, qui ont inscrit de nombreuses dérogations dans le texte, qui ont renforcé les dérogations pour pouvoir continuer à exploiter les hydrocarbures en France au-delà de 2040, également pour exploiter ces fameux hydrocarbures à usage vertueux, c'est là le vocabulaire du Sénat. Face à cela, Nicolas Hulot a tenté de répondre à tout le monde. Il a également tiré la sonnette d'alarme, appelé au pragmatisme. Il a d'ailleurs expliqué que c'était par pragmatisme qu'il a abandonné les objectifs sur le nucléaire. Il a aussi dit qu'il fallait de l'exigence et a conclu en citant Bossuet: nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des conséquences dont nous continuons à adorer les causes. À méditer donc. Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces précisions. Autre temps fort de l'actualité au Sénat aujourd'hui, c'est l'audition du commissaire européen Pierre Moscovici. Il est très attendu, notamment sur la question de l'évasion fiscale, après la révélation du scandale du Paradise Papers. Et il est à vos côtés. Saveria Rojek, c'est à vous. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Comment se fait-il qu'une entreprise comme Nike, qui fait 30 milliards d'euros de profit, comment se fait-il qu'elle ne paie quasiment pas d'impôts en Europe? Vous êtes commissaire européen aux affaires économiques et à la fiscalité. Est-ce que vous n'êtes pas en partie responsable de ce qu'on apprend depuis 2 jours dans ce scandale des Paradise Papers? Mais cette question, pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois, elle est absolument absurde. Si nous sommes responsables de quelque chose, c'est les solutions, c'est pas les problèmes. Ce qui fait difficulté aujourd'hui, c'est que justement, il existe encore des pans de législation dans tel ou tel État membre qui n'est pas en phase avec le mouvement que je souhaite impulser, que j'ai déjà impulsé depuis 3 ans, qui est un mouvement vers la transparence. Vous parlez par exemple d'une législation néerlandaise, on appelle CVBV. Cette législation, elle est prohibée par une directive qui a été adoptée l'an dernier à mon initiative, à l'initiative de la Commission. Ça n'existait pas avant. Mais il faut vraiment la mettre en œuvre. Et je crois que la leçon... Donc elle n'est pas mise en œuvre. Elle a été votée, mais pas mise en œuvre. Il y a toujours des délais de mise en œuvre, et ceci court jusqu'en 2020. Mais mon message au gouvernement néerlandais, c'est pourquoi attendre? Et je pense que ces scandales sont à la fois toujours des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Une mauvaise parce qu'on s'aperçoit que des individus fortunés ou des entreprises sont prêtes à tout pour ne pas payer d'impôts. Ça donne le vertige, ça donne le tournis. Ça révèle un monde opaque qui est celui de l'évasion fiscale. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un aiguillon pour les États membres. C'est à eux qu'il faut parler pour bouger. Et nous sommes en train de le faire. Il y a cette prise de conscience qui est là. L'Union européenne n'est pas le problème. Elle est la solution. Sans l'Union européenne, il n'y a pas de solution à la fraude fiscale. Pourquoi? Parce que ces problèmes de fraude et d'évasion fiscale sont des problèmes qui ont une dimension mondiale. Vous voyez les entreprises qui sont concernées et dont la réponse ne peut pas être nationale. Donc, à nous d'avancer. Nous le faisons déjà beaucoup plus que dans les années passées, mais il faut continuer. Personne ne dit que l'Union européenne est le problème. Vous avez commencé par la responsabilité. Tout le monde se demande en revanche ce que fait l'Union européenne pour lutter contre ça. Vous lancez justement une procédure de sanctions et d'infractions. Vous demandez également qu'une liste noire de paradis fiscaux, une liste noire consistante et à la hauteur, ce sont vos mots, soit dévoilée d'ici la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi ce n'a pas été fait avant. Pourquoi ce n'est pas encore en place? D'abord, puisque vous me demandez ce que fait l'Union européenne, je vais citer 2 exemples. Le premier, c'est que
depuis la mise en place de cette commission, a été créé ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires, les comptes de résidents, le fameux compte en Suisse. Ça n'existe plus. Le secret bancaire, c'est terminé. Et deuxièmement, nous avions mis en place 2 directives de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui font qu'aujourd'hui, une entreprise multinationale doit payer ses impôts là où elle génère des profits. Vous me parlez ensuite des propositions que j'ai faites ce matin. Non, j'ai rappelé que ces propositions étaient déjà sur la table et que je demandais au ministre des Finances de les adopter vite. Et d'ailleurs, ce matin, il y avait une réunion à Bruxelles du Conseil ECOFIN qui a été dans ce sens-là. Ces 3 propositions, ce sont les suivantes. 1. La première liste européenne de paradis fiscaux doit voir le jour en 2017. Je dis bien la première. Il n'y en a jamais eu. La Commission a fait cette proposition il y a 1 an. Il y a un groupe qu'on appelle le Code de conduite qui est en train d'y travailler. Et j'ai noté ce matin avec satisfaction que tous les ministres des Finances étaient engagés à ce qu'il y ait la première liste en 2017. Mais il faut 2 choses de plus. Il faut que cette liste soit une liste crédible. L'OCDE a sorti une liste avec un seul État, Trinidad et Tobago, ça n'a pas de sens. Il y en a évidemment beaucoup plus, même si ça doit être juste. Et troisièmement, il faut qu'il y ait des sanctions. Dès lors qu'un État fait partie de cette liste, dès lors qu'il ne respecte pas les standards internationaux, il doit être sanctionné. Alors les sanctions, ça peut être quoi ? Ça peut être la suspension des programmes de l'Union européenne, ça peut être tout ce que nous pouvons faire dans le cadre de la politique commerciale européenne, dans le cadre des institutions internationales. C'est une annonce que vous nous faites ce soir, donc ces sanctions n'existent pas, elles pourraient demain exister au niveau de l'Union européenne. Je dis qu'une liste doit être une liste qui, 1, soit sortie rapidement, 2017, qui 2, doit être crédible, donc suffisamment fournie, et qui 3, doit être assortie de sanctions. Mais je vais plus loin, j'ai 2 autres propositions. D'abord qu'on fasse la transparence sur ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est de ça dont il s'agit. Ce sont des cabinets juridiques, fiscaux, des banques qui vendent des montages de planification fiscale agressifs. Que la transparence soit faite, ça mettra fin à ça. Voilà les propositions que je fais. Et donc, l'ère de la transparence, elle doit continuer. Dernière proposition, c'est ce qu'on appelle le country by country reporting. C'est-à-dire faire en sorte que les grandes entreprises multinationales divulguent leurs données comptables et fiscales. Et donc, on saurait ça. Les médias ont fait un travail formidable, mais c'est maintenant à la société de faire ce travail. C'est d'une disposition, le reporting qui avait été mis en place en partie dans la loi Sapin 2, qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais ça existe déjà, ça existe en France sur les banques. C'est une loi que j'avais proposée sur les banques en 2013. Ça existe à l'échelle de l'Union européenne. Et il y a déjà un échange d'informations sur ces données comptables et fiscales entre administrations fiscales. Ce que je propose, ce qui est sur la table du Conseil des ministres, c'est que ce soit transparent. Il faut que les citoyens, les ONG, aient accès à ces données. Et donc la transparence doit être la règle. C'est la transparence qui chassera ces mauvaises pratiques. Très bien. Merci Pierre Moscovici d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Savernia pour cette réaction. Et puis Frédérique Vidal était aussi auditionné par les sénateurs. La ministre de l'Enseignement supérieur a dû détailler son plan étudiant et est également revenue sur l'échec du système APB. On l'écoute. La MIRES 2018 sera aussi caractérisée donc par la préparation et la mise en œuvre du plan étudiant que j'ai présenté le 30 octobre dernier avec le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale. Le Sénat n'avait pas attendu le déclenchement de la crise d'APB au printemps dernier pour dénoncer le scandale de l'échec en licence. Jacques Grosperrin avait très justement décrit l'ampleur du problème dans son rapport budgétaire pour avis de l'année dernière. Je ne reviens donc pas sur le constat, tant je sais que vous le partagez. Nous devons sortir du tirage au sort, nous devons accompagner nos étudiants vers la réussite. Nous devons sortir d'une situation où les 2/3 des étudiants ne parviennent pas à obtenir une licence en 3 ou 4 ans. Nous devons aussi nous préoccuper de la poursuite d'études des bacheliers technologiques et professionnels qui ont aujourd'hui de vraies difficultés à trouver une place en IUT ou en STS alors que c'est là qu'ils souhaitent s'inscrire. Et on retourne tout de suite à la salle des conférences où Nicolas Hulot est au micro de Saveria Rogex. C'est à vous. Bonjour Nicolas Hulot, merci de répondre à nos questions. Avant bien sûr de parler du texte du projet de loi sur les hydrocarbures, un mot bien sûr sur l'actualité. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'il serait difficile de réduire à 50% la part du nucléaire d'ici 2025. Comment expliquez-vous, comment justifiez-vous ce recul? Vous savez, j'avais mis les pieds dans le plat, premier. Parce que c'est facile de voter une loi, de se fixer des objectifs et puis de ne pas regarder si c'est faisable ou pas. Ou en tout cas si c'est faisable sans conséquences, notamment sur nos engagements climatiques. Voilà. Et moi je suis obligé de concilier plusieurs objectifs. Premièrement, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Deuxièmement, de réduire notre consommation. Troisièmement, de ne pas prendre de risque de rupture d'approvisionnement. Donc on va maintenir évidemment cet objectif de 50%, sauf qu'on va le rendre possible et on va le rendre réalisable. Donc on va simplement le repositionner dans le temps. Donc un nouveau calendrier. Oui, qui va être le plus court possible. Mais encore une fois, moi, la grande différence, c'est que je ne me pose pas des totems pour m'en débarrasser derrière. On va regarder ce qui est faisable. Je pense que l'échéance de 2030 ou 2035 est une échéance sur laquelle on va travailler. Mais encore une fois, ça, c'est des scénarios qui ont été posés par RTE, qui nous donnent une base de réflexion solide et crédible. Mais la PPE, on va la construire avec les citoyens, avec l'ensemble des acteurs. Et ce matin ouvre maintenant la réflexion et le débat. On ne revient pas sur les objectifs, on les rend tous compatibles. Et en tout cas, notamment, on ne revient pas sur l'objectif de fermer les centrales à charbon. En 2022, nous programmons la sortie des hydrocarbures, la fin des centrales thermiques. Il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait. Et en même temps, la réduction de la part du nucléaire dans la production de l'électricité. Très rapidement, Nicolas Hulot, vous êtes attendu en séance. Un mot sur le texte que vous présentez aujourd'hui au Sénat, le projet de loi sur les hydrocarbures, qui met fin à la production et l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040. Un texte critiqué en raison des dérogations qu'il permet. Pourquoi vous avez accepté ces reculs à l'Assemblée ? Ah non, à l'Assemblée, je n'ai absolument accepté aucun recul. J'ai simplement fait en sorte que ce texte ne soit pas retoqué au Conseil constitutionnel. Et notamment éviter de remettre en cause ce qu'on appelle les droits de suite, qui sont des droits acquis. Et donc là où certains auraient voulu que je les remette en cause, on aurait fragilisé le texte, il aurait été retoqué probablement au Conseil constitutionnel, on aurait été condamné à de lourdes indemnités. Donc là aussi, c'est un texte qui est sincère, qui est réaliste et qui va... C'est un compromis ? Non, c'est pas un compromis. On est dans une démocratie avec des règles de droit et on ne peut pas s'en affranchir simplement pour se faire plaisir. Donc c'est un texte qui est excessivement exigeant. C'est le premier texte d'une grande nation qui programme la sortie des énergies fossiles. Alors il y a ceux qui vont juste regarder les 3-4 gouttes de pétrole qui vont, à cause justement du respect des droits acquis, qui vont peut-être passer à travers ce projet de loi. Mais ce qui serait quand même bien, et me semble-t-il un peu plus encourageant, c'est de voir que c'est un texte inédit et qui nous met en ordre de marche pour préparer la sortie des énergies fossiles. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci à vous, Saveria. On laisse Nicolas Hulot retourner en séance défendre son texte. Après 4 mois de travaux, les LR, à l'heure de la synthèse, les 235 000 adhérents ont été sondés pour un droit d'inventaire. Il doit permettre aux partis de se remettre en mouvement. Fabien Recker. L'heure de la refondation a sonné chez les LR. Présenté ce matin, un rapport de 80 pages tire les conclusions de 4 mois de travaux et de consultation des militants. Un document qui ne veut pas tenir lieu de programme, mais qui doit servir de socle à la reconstruction. C'est sur ces bases que nos candidats à la présidence des Républicains doivent s'inspirer, je le crois, pour élaborer leur programme, celui qui va être proposé à nos militants lors de notre prochain congrès en décembre. Traumatisé par 2 débâcles électorales, à la présidentielle puis aux législatives, le parti de la droite et du centre cherche une ligne et un semblant d'unité. Alors qu'Emmanuel Macron a changé la donne, coupant l'herbe sous le pied des partis traditionnels, le feuilleton de l'exclusion des constructifs a quant à lui mis à nu les divisions internes qui déchirent la droite. Une droite qui essaie visiblement de tourner la page. Je ne suis pas favorable aux exclusions, ni des constructifs, ces faits n'en parlons plus, ni de sens commun sur le principe, parce que je préfère construire une droite qui non seulement rassemble, mais qui fasse envie, qui suscite l'adhésion, plutôt qu'une droite qui exclut. Si les militants ont joué le jeu de la consultation, la question du positionnement des LR sera en partie tranchée les 10 et 17 décembre. Les Républicains se choisiront alors un nouveau président. Le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Nelly Garnier, bonjour. Vous êtes directrice des études au sein du Parti Les Républicains. Vous avez été en charge de ces ateliers de la refondation. Vous allez nous en parler dans un instant, bien sûr. Emmanuel Rivière est également sur ce plateau. Bonjour. Bonsoir. Directeur de Kantar Public France. Vous enseignez également à la Sorbonne et à Sciences Po. Merci d'être avec nous. Cyril Pellevat, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Savoie. Vous allez nous dire quel regard vous portez sur cette refondation de la droite. Et François Grosdidier est également sur
sur ce plateau. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Moselle. Pour commencer, un mot avec vous, Nelly Garnier. 4 mois de débats, d'ateliers, de rencontres avec des élus, mais aussi des experts. Est-ce que les objectifs, finalement, sont atteints avec la publication de ce rapport de 83 pages? Écoutez, on a lancé ce travail très très tôt parce que le premier atelier, c'est le 5 juillet. Donc ça veut dire dès le lendemain des élections législatives, on a voulu faire quoi? Comprendre. Comment comprendre ce qui s'était passé? Parce que il faut se souvenir qu'il y a un an, on nous disait quel que serait le candidat à l'élection présidentielle, ça serait la droite qui serait au pouvoir. Bon, il y a eu les affaires qu'on a connues, mais derrière, aux législatives, ça a été aussi un choc parce qu'on a été déstabilisé dans des bastions qui étaient considérés comme des bastions imperdables, les Hauts-de-Seine, les Yvelines et bien d'autres. Donc déjà, il fallait comprendre ce qui nous était arrivé. Et vous avez compris? Je vais vous dire, et le deuxième, c'était de retrouver des repères, parce que tout le monde allait expliquer qui on était. Alors on nous disait, LR, il reste plus que les radicalisés, ceux qui veulent faire des alliances avec le Front National, ou Emmanuel Macron nous expliquait, la droite, la gauche, ça n'existe plus, maintenant c'est les progressistes ou les conservateurs. Donc on avait besoin de retrouver des repères. Effectivement, je pense que ce rapport, c'est un diagnostic. Ça a été lancé par Bernard Accoyer et je pense que là-dessus, effectivement, son intuition de médecin a été de poser le bon diagnostic. Donc, ce n'est pas un nouveau corpus programmatique. Par contre, il nous redonne une boussole, il nous redonne des repères sur ce que nous sommes, ce que pensent nos militants et finalement comment on peut apporter une compréhension de ce qui s'est passé depuis un an. François Grosdidier, vous souscrivez à cette idée d'un droit d'inventaire au sein de votre parti ? Bien sûr, il a été largement fait. Après, chacun a le sien dans sa sensibilité. Certains attribuent une part plus ou moins importante aux différents facteurs qui ont été, d'une part, le programme, d'autre part, les affaires, d'autre part, l'orientation trop ou pas européenne, identité heureuse ou malheureuse. C'est comme le candidat qui... Bon, les résultats des présidentielles a donné le résultat qu'il a donné. Donc, je crois que c'était très important. C'est que, d'abord, on passe tout de suite à un travail positif et constructif au bon sens du terme, même si le terme est très galvaudé, parce qu'être constructif, ça veut pas dire rallier la majorité, mais que l'opposition commence tout de suite à se reconstruire. Et tout le monde est d'accord en disant que l'opposition doit rester libre, c'est-à-dire pas impliquée dans le gouvernement actuel. Et on ne peut pas donc être au gouvernement et l'opposition. Elle doit être responsable. Sa première responsabilité, c'est de construire une alternative pour une alternance démocratique et que l'alternative dans ce pays, ce ne soit pas l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et je crois que tout le monde s'est rassemblé là-dessus. Et on a bien vu que dans les grandes lignes directrices, quelles que soient les nuances qui s'expriment, on avait les mêmes. Et enfin, je terminerai en disant quand même qu'on n'est pas un parti monolithique. C'est que 3/4 des adhérents considèrent qu'il est normal qu'il y ait différents courants, différentes sensibilités, que les 2 tiers considèrent que le parti, le mouvement doit être un lieu de débat et c'est très rassurant pour ceux qui nous décriraient comme un petit parti rabougri sur lui-même. Cyril Pellevat, à quoi va servir ce rapport selon vous? Vous qui soutenez Laurent Wauquiez pour la présidence du parti, est-ce que vous pensez qu'il va s'en inspirer? Certains ont pu dire que c'est aussi un peu une mise en garde au futur leader de la droite, ce rapport. Écoutez, je ne sais pas si c'est une mise en garde, mais en tout cas, je pense que le rapport qui a été présenté redonne la voix aux militants et c'était ce qui était recherché, je pense, par Bernard Accoyer quand il a initié, de faire le constat des 2 échecs que nous avons eu aux élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, on a un certain nombre de thématiques qui ressortent à charge aux candidats pour la présidence des Républicains d'en prendre parti. Mais je pense effectivement que Laurent Wauquiez va prendre en compte, on voit qu'aujourd'hui c'est 41 000 adhérents qui ont répondu, donc prendra en compte ce rapport et comme il sait le faire. Ouais, mais ce rapport dont une des conclusions, et ça a été rappelé, il faut une cohérence idéologique avec un appel à l'unité, au rassemblement. Laurent Wauquiez va-t-il en tenir compte selon vous ? Écoutez, on en discutait justement. Je pense que non seulement il appelle à cette cohérence, à ce regroupement, mais il appelle aussi à la culture du chef et du leader. Et aujourd'hui, on le voit au niveau de la région Rhône-Alpes-Auvergne, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez est un leader. Et je pense qu'aujourd'hui, notre famille politique a besoin d'avoir une voix qui porte, en prenant compte, bien évidemment, de l'ensemble des aspirations. Mais chose qu'il fait déjà au niveau de la région, ce qu'il a fait avec les UDI et également le MoDem. Emmanuel Rivière, est-ce que l'image du parti Les Républicains, telle qu'elle ressort de ce rapport, correspond finalement à l'image qu'ont les Français de ce parti Les Républicains ?
L'image des Républicains chez les Français, elle s'est fortement dégradée au cours de la dernière année, mais l'image des partis politiques s'est fortement dégradée. Vous disiez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron avait bouleversé le paysage. En fait, ce sont d'abord les électeurs qui ont bouleversé le paysage, et Emmanuel Macron, qui effectivement, avec une offre politique qui semblait répondre au désarroi qu'il y avait à l'égard des deux partis très installés pour incarner les alternances, s'est manifesté par une grande difficulté symétrique. D'ailleurs, c'est ça quand même qu'il faut avoir à l'esprit, qui est frappante, pour les Républicains et pour le Parti Socialiste. Sauf qu'à l'Assemblée nationale comme au Sénat, en revanche, il n'y a pas asymétrie. Donc il y a quand même plus de solidité électorale du côté des Républicains. Mais ce qui est effectivement frappant, c'est qu'on est dans un schéma de grande recomposition. Là, le nombre d'électeurs, de Français, qui ne se sentent plus proches d'aucun parti politique, a bondi. C'est quelque chose de différent du discrédit des partis politiques qui était déjà installé depuis quelque temps. Mais au cours de cette année électorale très particulière, ce nombre est passé de un peu plus de 20% à un peu plus de 30%. Et chacun des partis qui sont en présence, qui incarnent quelque chose aujourd'hui, se retrouvent tous autour de un électeur sur 10 qui s'y reconnaît. Ce qui laisse des pans entiers d'électorats qui n'ont pas forcément renoncé à la signification de la gauche et de la droite. Et puis pour parler de la droite, en fait, il y a effectivement à peu près un petit peu plus de 20% de l'électorat qui se situe quelque part à droite quand on leur demande de se positionner par rapport à cette échelle, de la gauche à la droite. Sauf qu'il y en a seulement un tiers qui dit, et le parti dont je me sens le plus proche, c'est les Républicains. Je crois que tout le chantier est là, et on a les chantiers équivalents à gauche, c'est d'arriver pour un parti qui a vocation naturelle à incarner cet espace politique-là, à renouer avec des électeurs sur effectivement plutôt des éléments de clarté programmatique plutôt que ce qui était un peu le piège d'une situation sur des questions d'exclusion, d'identité et effectivement de compétition interne. D'ailleurs, Nelly Garnier, un des enseignements de ce rapport, c'est que les militants croient encore au clivage droite-gauche. Ils y croient très fortement, 73%, le taux est encore plus fort chez les moins de 30 ans, mais ils nous disent finalement le clivage droite-gauche, peut-être qu'il n'était plus positionné au bon endroit. Parce qu'on avait... En fait, on continuait à jouer un jeu qui était plus le bon, c'était comme si... la droite était le bloc de l'Ouest qui défendait une économie libérale et puis la gauche faisait semblant d'être encore portée par une certaine idéologie collectiviste ou marxiste. On pense à François Hollande qui dit « Mon ennemi, c'est le monde de la finance », qui même dans sa campagne en 2012 nous dit « Je rends hommage à la culture communiste ». Alors c'est sûr qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement déstabilisant qui est des gens issus de la gauche qui sont venus porter un discours libéral économiquement. On se dit finalement, si Dominique Strauss-Kahn n'avait pas été empêché d'aller à l'élection présidentielle, peut-être que la recomposition, elle serait venue plus tard. Alors, nos électeurs, ils nous disent, on est dans un travail en construction, mais ils nous disent, il va falloir réfléchir. Il ne faut pas essayer de se rassurer dans des clivages d'avant, on croit au clivage gauche-droite et on va essayer de le recréer. Non, il faut le repenser et le réinventer. Et nous, ils nous donnent des grands axes de différenciation. Par exemple, sur le rapport à l'ancrage, dire Macron, ils ont l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu hors sol. C'est le candidat des métropoles, c'est le candidat de la mondialisation. Et ils disent finalement la droite a un discours très fort à porter sur ce que c'est que la cohésion nationale, sur ce que c'est que le patrimoine premier, l'identité, la France, la patrie, la culture, premier patrimoine de tous les Français. Et ils nous demandent par exemple de creuser cet axe, comme d'autres. François Grosdidier, pourtant, Nelly Garnier évoquait Emmanuel Macron. Il a quand même suscité un certain trouble au sein de l'électorat de droite, en commençant par faire venir des personnalités de droite dans son propre gouvernement et en reprenant même des idées de François Fillon. Comment on fait justement pour marquer sa différence par rapport à Emmanuel Macron ? C'est vrai qu'il met en œuvre aujourd'hui une politique économique plutôt libérale. Il a été élu sur ce discours. Et il a nommé des ministres issus des Républicains à Bercy, chargés d'économie. Mais il est par contre très faible sur le domaine régalien. On n'a pas au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, c'est-à-dire le nouveau souffle, l'impulsion que les Français attendent. Là, on a un champ immense. Il n'y a pas aujourd'hui une politique de droite qui est menée en matière de sécurité et de justice. On en est très loin. Je n'entrerai pas dans les détails. Il y a le rapport au territoire, aux collectivités locales. Paradoxalement, et c'est encore un schéma renversé, on a une forme de pouvoir de centre-gauche ultra-jacobin, technocrate et centralisateur, et c'est nous. Je veux dire, et pour moi qui suis issu des rangs du gaullisme, qui illustre en fait la décentralisation, le girondisme, les initiatives locales,
l'organisation qui peut être différenciée sur le territoire et qui aujourd'hui est beaucoup plus moderne ou actuelle, répond beaucoup plus aux défis du jour que la vision centralisée depuis les bureaux parisiens. Donc on a cela à faire valoir. Donc effectivement, les choses bougent, les choses changent. Il faut qu'on s'adapte. C'est pas le discours de la droite des années 70. Le discours est inventé et on a commencé à le faire cet été. Cyril Pellevat, on parle d'Emmanuel Macron, il y a aussi certainement une partie de l'électorat qui a pu se tourner vers le Front National. Comment on fait pour finalement recapter cet électorat de droite? C'est une sorte de grand écart qu'il faut faire? Je pense que l'enseignement qui est issu du questionnaire, c'est qu'on a une partie de notre électorat donc, qui se revendique, on va dire plutôt républicain quand on pose la question, qui a pu se tourner au niveau du Front National, mais également envers En Marche. Et c'est aussi tout l'enjeu des prochains programmes des candidats et également de ce formulaire, de regarder grosso modo quels sont les enseignements. Je sais qu'il y a eu à peu près 450 personnes, des militants de base, qui ont envoyé un questionnaire avec tout un état des lieux, tout un tas de propositions. Donc si on commence à écouter peut-être un peu plus les militants, peut-être à revenir aussi sur des territoires, notamment les territoires ruraux, les agriculteurs, qui sont des électeurs que l'on a perdus en quelques proportions, à ce moment-là, ça ira mieux. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on initie ce dialogue et qu'on revienne vers eux au quotidien. Vous évoquiez, Emmanuel Rivière, ce défi de la synthèse à venir pour les Républicains. La tentation est forte de répondre finalement par ce mot de gaullisme. Est-ce que ça peut suffire, ça, pour refonder la droite et le centre, selon vous ? Bon, le gaullisme reste une référence très forte pour les Français. Après, ces références, quand elles deviennent trop fortes, finalement, chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Je crois que, et ça a été très éclairé par vos invités ce soir, il y a un souhait de différenciation sur un certain nombre de sujets, notamment le régalien, notamment la question du rapport au territoire, le rapport aussi à l'identité et à la sécurité, qui sont des thèmes forts pour les électeurs de droite. Mais il y a aussi une réalité, je crois, historique, mais qui prévaut, c'est que le clivage gauche-droite s'est beaucoup construit, a beaucoup fait sens pour les Français sur les questions des rapports sociaux autour de la production, c'est-à-dire du travail, c'est autour de la question de la protection sociale, de la redistribution, de la liberté, de la fiscalité, etc. Et là-dessus, en revanche, effectivement, la différenciation est plus compliquée. Et je pense, mais je parle vraiment sans avoir lu les résultats de cette enquête, que ça reste quelque chose qui signifie pour les électeurs de droite aussi des progrès. C'est pour ça qu'ils regardent aussi un peu ce qui se passe du côté du gouvernement. Là où, évidemment, tout va se jouer, c'est selon que ce gouvernement, cette majorité, obtiendra ou pas des résultats, et notamment en termes de croissance, de diminution du chômage. Cette recomposition-là, elle va aussi dépendre du succès ou de l'échec du gouvernement. Nelly Garnier, peut-être sur ce point, effectivement, sur ce positionnement à la fois entre Emmanuel Macron, je disais, qui a pu susciter un certain trouble chez l'électorat de droite. Ce qui est sûr, c'est que ce que on dit, ce rapport, c'est aussi un avertissement. C'est-à-dire qu'il y a un mécontentement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est même nos militants, dont on pense que c'est le fan club, ceux qui sont acquis, même nos militants, ils peuvent être très durs dans ce qu'ils disent de nous. Et depuis 40 ans, c'est ça qui est impressionnant. Par exemple, ils nous disent, finalement, depuis 86-88, vous n'avez pas mené une vraie politique de droite. Vous n'êtes pas vraiment revenu sur les réformes qu'avait mis en place la gauche et que dans vos campagne, vous disiez que vous alliez abroger. Et c'est sûr que l'élection d'Emmanuel Macron, ils se sont dit, laissons-lui sa chance, voyons si ces réformes économiques, il les fait. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas sur l'économique, ce n'est pas le point sur lequel nous sommes le plus différenciant aujourd'hui. Après, sur le gaullisme, pourquoi il nous parle beaucoup du gaullisme? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a beaucoup travaillé aussi sur l'exemple anglais. C'est-à-dire comment, dans l'opposition, la droite britannique avait pensé la Big Society. Parce que c'est un magnifique exemple de refondation intellectuelle. Après, c'est aussi un magnifique avertissement qu'on peut avoir une très belle refondation intellectuelle et pas la mettre en œuvre quand on est au pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a eu Tony Blair, c'était la jeunesse, la modernité, les réformes. Ça nous rappelle quand même quelque chose. Eh bien, la droite britannique, il y en a qui ont essayé de faire un succédané de Margaret Thatcher, ça n'a pas fonctionné. Et puis, il y en a qui se sont dit, si on veut à nouveau être audible, il faut une grande refondation intellectuelle. Et on ne va pas le faire en allant copier Tony Blair, on va le faire en allant retrouver dans nos racines, dans les lumières écossaises, dans la pensée de Benjamin Disraeli, on va aller repenser dans notre héritage de pensée politique quelque chose qui correspond au bouleversement du monde d'aujourd'hui. Et je pense que dans le gaullisme, quand les militants nous parlent du gaullisme, ils nous demandent d'aller rechercher dans notre socle de pensée, dans notre histoire propre,
un moyen de répondre aux grands bouleversements d'aujourd'hui. Et ce qui est très marquant dans ce rapport, il nous demande de prendre en charge les grandes angoisses collectives créées par les mutations technologiques, les mutations économiques, le boom démographique et les migrations, et tout la question écologique aussi, on vient de le voir. Et l'écologie, d'ailleurs, il nous le dit, c'est un thème de droite, parce que l'écologie, c'est la défense du patrimoine. Et la droite, elle doit défendre le patrimoine. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et ça nous ouvre un champ des possibles énorme. Ouais. François Grosdidier, est-ce que les candidats à la présidence des Républicains sont en mesure d'entendre justement tous ces griefs, toutes ces critiques? Bien sûr, je crois qu'ils l'entendent tous. Il me semble que le discours qu'ils tiennent aujourd'hui est à la fois un discours, après une écoute des adhérents, c'est un discours de renouveau et surtout une volonté d'un débat fort sur des questions nouvelles. On a parlé de développement durable, plein d'autres sujets, identité ou culture, pas seulement sur les sujets économiques, mais aussi sur les sujets économiques et comment on se situe par rapport à ce pouvoir et non pas à une gauche fantasmée qui aujourd'hui est en déconfiture. Et le débat porte aujourd'hui sur des idées. Et le fait finalement, on a dit, mais finalement c'est de la figuration, il y en a un qui est élu d'avance. Oui, Laurent Wauquiez a toutes ses chances. Mais l'avantage au moins, c'est quand il n'y a pas cet enjeu de pouvoir qui avait pourri le débat entre Jean-François Copé et François Fillon, eh ben ça laisse beaucoup plus de place au débat d'idées. Je trouve ça très positif. Ouais. Cyril Pellevat, pourtant, les militants disent aussi on ne veut plus de primaires, plus de primaires ouvertes. Ça veut dire que le candidat, le vainqueur de la présidence du parti sera forcément le candidat de la droite pour 2022 ? Je pense qu'aujourd'hui, qu'il est encore un peu tôt pour en discuter. Le prochain cycle présidentiel aura lieu dans 4 ans et demi. Donc aujourd'hui, on va déjà faire élection par élection. Je pense qu'aujourd'hui, on a des candidats, on a 4 candidats. Et aussi, pour répondre à une des questions que vous aviez tout à l'heure, les candidats ont assisté aux ateliers de refondation. Donc automatiquement, ils prendront tous part de ce rapport. Maintenant, je pense que la primaire, il est un peu tôt. Aujourd'hui, on est blessé par cet épisode qu'on a eu l'année dernière. On est meurtri. On a cet atelier de refondation. Maintenant, on va avoir un président. On va pouvoir rejouer notre rôle d'opposition constructive, s'il en est aujourd'hui. Et après, on verra bien ce qui se passera pour les prochaines élections, dont la première sera l'élection européenne. Ouais. Plus de primaires ouvertes, ça, je crois que tous les partis finalement souscrivent à cette idée, Emmanuel Rivière. Oui. Peut-être pas pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce que vous aviez raison de dire tout à l'heure, on vous promettait que le candidat qui gagnerait la primaire serait le futur président de la République. Mais ce n'est pas parce qu'il a eu une compétition dans le cadre des primaires qu'il n'a pas gagné la présidence de la République. C'est pour autre chose. Maintenant, je suis à peu près effectivement sur l'hypothèse qu'on est assez dubitatif maintenant par rapport à ces primaires. L'exemple anglais, là aussi, est intéressant, puisqu'il est de tradition chez nos amis britanniques que le leader du parti de l'opposition soit désigné très tôt finalement au cours d'un mandat pour incarner à terme ce qui donne le temps d'une préparation, ce qui évite c'est ça. Ce modèle-là est intéressant. Après, ça suppose qu'effectivement, et ça ne permet pas de préjuger que celui qui va gagner la présidence au mois de décembre sera le candidat en 2022, parce qu'il y a un certain nombre d'épreuves d'ici là. Ces épreuves que François Fillon a subies en accéléré. Tous ceux qui voudront concourir devront s'y soumettre par la suite. Est-ce que ce travail de refondation de la droite sur cette question qu'est-ce que de droite aujourd'hui n'est pas non plus un peu pollué avec tout ce débat qu'il y a eu autour de l'exclusion des constructifs? Néil Garnier, après je vous poserai la question. Moi j'ai envie de vous dire ce que nous disent les militants, justement ce qu'ils critiquaient, c'est ce côté, il y a un bruit de surface qui est toujours de dire, et je pense que les médias y participent en disant toujours, et qu'est-ce que vous pensez d'un tel, et qu'est-ce que vous pensez d'un tel, et finalement il y a un bruit de surface qui alimente les questions de personnes. Et vous voyez, quand on pose la question du candidat pour 2022, effectivement c'est extrêmement prématuré, on se reprojette tout de suite dans des questions de personnes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant qu'il y avait ce bruit de surface avec les exclusions, les constructifs, les ralliements, les entrées dans le gouvernement Macron, il y a nos militants qui sont très fortement mobilisés. C'était un succès. Je veux dire, le premier atelier, on le fait le 5 juillet. On a 600 personnes obligées de rediffuser sur écran tellement les salles sont pleines. On envoie le questionnaire aux adhérents le 26 juillet en plein cœur de l'été. En 24 heures, on a 10 000 réponses. Vous voyez. Et donc, finalement,
Les militants, alors on leur demandait pas de choisir, on les mettait pas sur des enjeux de personnes, on les a fait travailler avec des experts, des intellectuels, on les a fait réfléchir sur ce qu'ils sont et on voit que ça les mobilise en masse. Et je pense que l'avertissement, il est aussi là. C'est-à-dire que l'enjeu pour les LR, c'est déjà de recréer du collectif et d'avoir un collectif qui crée des idées nouvelles. Après, le reste, je crois que ça se fera de soi-même. Et pour autant, on nous dit qu'il y a une petite inquiétude du côté des candidats. La présidence des LR ne passionnerait pas les foules. C'était dans le Parisien ce matin. On nous dit qu'on espère 40 000, 50 000 votants sur les 235 000 adhérents. Mais je disais, à partir du moment où il n'y a pas forcément d'enjeu pour la présidence, c'est un problème pour tout le monde, pour les petits candidats qui ont tous énormément de valeur intrinsèquement, comme pour Laurent Wauquiez, qui est le favori, qui aimerait aussi qu'on participe plus. Mais c'est vrai que comme ça paraît fait, ça mobilise forcément moins. Même ceux qui sont intéressés par cette élection ne vont pas forcément se déplacer ou faire le geste de voter même par Internet. Ça, c'est un problème. Et là où je me dis, c'est un grain petit ril, c'est que nos adhérents ne sont pas forcément dans l'attente d'un leader charismatique ou d'un homme providentiel. S'ils veulent quand même quelqu'un qu'on identifie, qui organise le mouvement, la vie collective, qui porte ça, oui. Et ils s'intéressent beaucoup plus qu'on le pense aux idées, et c'est l'enseignement de ces ateliers. C'est d'abord les idées qui les intéressent. Ils veulent qu'on leur parle d'idées, ils veulent eux-mêmes être en œuvre des idées. Ils acceptent d'ailleurs de ne pas être tous d'accord sur tout. Donc c'est ce qui est formidablement encourageant. Et quant à la question des primaires, elle est prématurée. Certes, moi je pense que si on n'avait pas eu de primaire et que c'est uniquement les adhérents qui avaient désigné, le résultat aurait pu être plus mauvais. Le problème n'est pas là. Si on a des partis qui ont 1 million d'adhérents, à la limite on n'a plus besoin de primaires. Il y a besoin des primaires aussi parce qu'il y avait quelques centaines de milliers d'adhérents. Donc si les partis retrouvent cette vigueur, et je trouve que c'est bien parti chez les Républicains. Cyril Pellevat, mot de la fin avec vous. Oula. Écoutez, non, je pense que globalement, la refondation de la droite et du centre est en marche, sans mauvais jeu de mots, malheureusement. Mais non, est en dialogue, effectivement. Il y avait ce besoin d'entendre les militants. Nous aussi, on a interpellé quand on va dans les diverses manifestations en nous disant « Vous ne nous avez pas écoutés jusqu'à maintenant, vous voyez, aujourd'hui on en est arrivé ». Donc le fait de faire ces questionnaires, de retravailler et maintenant d'avoir une écoute qui sera aussi portée par les futurs candidats et qu'on tienne compte de leurs revendications permettra à la droite et au centre de se reconstruire. Et moi, je suis plutôt optimiste sur la suite de notre parti. Eh bien, merci Cyril Pellevat, merci Emmanuel Rivière, merci à vous Nelly Garnier, merci François Grosdidier. Merci. Les révélations se poursuivent dans l'affaire des Paradise Papers. Cette fois, ce sont les multinationales qui sont pointées du doigt, de Nike aux Pays-Bas à Apple en Irlande, en passant par Whirlpool au Luxembourg. Toutes multiplient les stratégies pour échapper à l'impôt et alléger leurs factures fiscales. Les réactions au Sénat avec Stéphane Amalien. Ce n'est pas d'évasion dont il est question, mais bien d'optimisation fiscale, un moyen légal de contourner l'impôt, une nuance que ne manque pas de rappeler une partie des élus de la droite sénatoriale. Tant que les gens pourront dire « mais moi légalement j'ai rien à me reprocher », ça continuera. Condamner l'intelligence, c'est difficile, hein, mais on ne peut pas empêcher les entrepreneurs de trouver les meilleurs moyens d'être compétitifs par rapport à leurs concurrents. Pour les sénateurs socialistes, ce nouveau scandale vient creuser le fossé entre riches et pauvres. On vient nous demander de faire des économies sur des emplois aidés qui sont nécessaires pour le lien social dans nos collectivités. Et à côté de ça, les citoyens constatent tous les jours que c'est gigantesque. Ce sont des dizaines de milliards qui échappent à l'impôt. Bruno Le Maire a annoncé vouloir faire des propositions à Bruxelles pour plus de transparence et plus de sanctions contre les États qui encouragent ces pratiques. Chacun sait que la lutte contre l'optimisation fiscale ne peut se faire que par un consensus entre les États. Est-ce qu'il y aura une coopération internationale suffisante pour arriver à la suppression de cette évaporation fiscale qui atteint effectivement nos budgets nationaux? C'est absolument essentiel. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a annoncé vouloir accélérer la publication de la liste noire des paradis fiscaux. Il entend prendre des mesures pour que les intermédiaires financiers soient responsables et que les comptabilités des multinationales soient rendues publiques. Il aura donc la lourde tâche de convaincre l'ensemble des ministres des Finances de l'Union européenne. Gaspard Koenig, philosophe, écrivain, est notre invité. Il répond aux questions de Tantra Nuit. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Gaspard Koenig, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce recueil de réflexions qui éclaire l'actualité sous l'angle de la philosophie, Time to Philo. Vous êtes aussi le fondateur du think tank Génération Libre qui défend un libéralisme à la fois économique, sociétal, politique. Et c'est d'abord au libéral que je m'adresse. Que pensez-vous du débat soulevé par les Paradise Papers qui mettent en lumière tous ces montages légaux, je le précise, qui peuvent être faits à des fins d'évasion fiscale et afin d'échapper à l'impôt national? Je vais répondre en libéral, mais aussi peut-être un peu en philosophe. Et d'abord le libéral, alors. Oui, mais le libéral va utiliser des auteurs philosophiques. Il faut dire que quand Montesquieu a défini l'état de droit, c'était bien pour protéger les gens contre des morales collectives qui peuvent jeter des individus en pâture. Et donc moi, j'ai un respect assez fort pour le droit. Je pense que le droit crée un écran qui permet justement de désengorger les passions. Ça crée un filtre, c'est important. Et donc, il faut souligner d'abord et avant tout que ces montages, pour le moment, d'après ce qu'on en dit, c'est des montages parfaitement légaux. Et que deuxièmement, ils ne sont que le reflet, en gros, de ce que chacun fait en petit. Je rappelle que donc, ces montages-là, c'est 10 milliards à peu près, dit-on, pour la France, de pertes. 20 milliards par an. 20 milliards par an. Les niches fiscales en France, c'est 86 milliards. Et ça, c'est l'optimisation que chacun fait en remplissant sa feuille d'impôt. Parce qu'il est logique, quand on est dans le cadre du droit, et que donc on est ce qu'on fait parfaitement légal, de s'arranger comme on l'entend. Ça, c'est une question morale, qui n'a rien à faire avec la politique. Ce n'est pas pour vous condamnable. Ce n'est pas condamnable d'abord d'un point de vue du droit. Et ensuite, j'aimerais qu'on arrête qu'on prenne le temps de la réflexion avant de s'engouffrer dans ce genre de brèche. Qu'on se demande d'abord pourquoi ces phénomènes apparaissent. C'est Peter Sloterdijk qui avait lancé les controverses en Allemagne il y a 15 ans sur la révolte de la main qui donne, parce que la pression fiscale n'a jamais été aussi forte dans l'histoire, dans les États de l'OCDE. Donc pourquoi est-ce que ces gens éprouvent le besoin d'optimiser leurs impôts? C'est quand même une question à se poser. Et enfin, je trouverais inquiétant un monde où il n'y ait plus du tout de zone grise, c'est-à-dire de moments de soupape qui permettent d'éviter le totalitarisme de la transparence. On va en parler d'ailleurs, puisque d'ailleurs à propos des Panama Papers, à un moment vous avez une réflexion sur la corruption d'ailleurs. Je vous propose toutefois d'écouter d'abord ce que nous en disait hier Gérard Longuet, qui est plutôt d'accord avec vous et qui a été interrogé dans le cadre de cette émission. Oui. Il y a une réticence à l'impôt, et quand l'impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France par exemple, mais pas seulement dans notre pays, les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat. Et il y a d'ailleurs des milliers de salariés dont c'est le métier. Ça s'appelle les experts fiscaux, et ils font leur métier. Et tout ça est très logique quand on prend aux gens plus de 60-70%. C'est logique, mais est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une bonne chose? Totalement moral. Je trouve que quand on vous prend 80 à 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent. Votre réaction, Gaspard Koenig? Oui, enfin morale, je pense que justement c'est pas une question de morale, c'est pas à l'État de définir la morale, de définir les comportements, c'est pas aux politiques de se mêler de la morale, le politique définit des règles de droit pour que chacun paye X% d'impôts. Il a créé lui-même des niches fiscales dont les gens profitent, il ferait mieux peut-être de se regarder lui-même et d'abolir ces 80 milliards de niches fiscales qui créent en effet ce monde de conseillers juridiques où chacun essaye d'optimiser ici ou là, c'est assez pathétique pour tout le monde. Dans votre livre d'ailleurs, eh bien, vous aviez parlé des Panama Papers, je le parlais, l'acte 1 de cette enquête sur l'évasion fiscale mondiale. Et d'ailleurs, vous posez cette question, la corruption est-elle inscrite dans la nature humaine? Et dans votre réflexion, eh bien, vous convoquez deux philosophes, Descartes et Mandeville. D'ailleurs, là, eh bien, votre réflexion, elle n'est pas idéologique. Oui, alors ce que j'ai essayé en effet de faire dans ce livre, c'est vraiment un livre de prof, de philo, de pédagogue. Donc à chaque fois, je présente les différents arguments, les différentes versions. Et c'était assez sain comme exercice pour moi, parce que ça me permettait de sortir des ornières idéologiques dans lesquelles je me trouve parfois, pour lire des auteurs complètement différents que je n'avais plus l'habitude de lire, de Marx, de Keynes, de Rawls, etc. Et donc en présentant à chaque fois les différentes facettes du problème. Et s'agissant de la corruption, c'est effectivement quelque chose qui a été un concept qui a été assez peu traité en philosophie morale. Mais Mandeville le fait très bien dans sa fable des abeilles, qui est vraiment une fable très courte et très, très plaisante, et qui remet beaucoup de choses en question, parce que c'est peut-être ça aussi l'art du philosophe ou du mathématicien. Il en tire une leçon de politique publique d'ailleurs, dites-vous. Par une action habile, le bon politique peut transformer les vices privés en biens publics. C'est à méditer pour nos hommes politiques actuels? Oui, c'est un peu ce qu'on appelle la théorie du nudge aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on incite les gens sans chercher à corriger leur mauvais comportement, mais comment est-ce qu'on
on prend en compte ce qu'on constate de la nature humaine pour que ça produise un bien social. Je le disais, vous êtes libéral d'un point de vue économique, vous êtes aussi libéral sur d'autres sujets. Il vous parlait d'ailleurs de l'état d'urgence également au sein de votre livre. Que pensez-vous bien du fait qu'il y ait des mesures de l'état d'urgence qui soient aujourd'hui inscrites dans l'état de droit à travers la loi antiterroriste qui est entrée en vigueur la semaine dernière ? Je pense très classiquement, et ça devrait être une évidence, que quand on abdique nos libertés fondamentales, on donne raison aux terroristes qui veulent pas détruire physiquement notre pays, mais qui veulent détruire moralement nos valeurs. Et que ces lois sont par ailleurs assez contre-productives, puisque quand vous avez des perquisitions administratives, eh bien les gens qui en sont victimes ont tendance à se retourner contre l'État, qu'ils considèrent à juste titre discriminant. Et que ça dépasse un peu d'ailleurs le champ de l'état d'urgence. C'est aussi tout ce qui a été la loi renseignement, la surveillance des métadatas par des algorithmes classés secret défense, tout le fait qu'on considère maintenant quasiment comme un acquis, comme normal, la surveillance d'État. Et on n'a plus ce réflexe, c'est ce bon vieux réflexe foucaldien, d'inquiétude face à l'extension des moyens du pouvoir aujourd'hui. Un dernier mot sur Emmanuel Macron, auquel vous consacrez juste quelques pages. Vous vous moquez dans votre livre de sa posture jupitérienne à la fin de votre réflexion en citant une fable de La Fontaine. Que dit cette fable ? Cette femme dit que les hommes construisent une statue de Jupiter et qu'ensuite ils la détruisent et que donc il ne faut pas être à soi-même son propre miroir. Mais c'est vrai que pour une fois, j'ai essayé de ne pas trop parler du président de la République. Vous savez qu'on est dans un système extrêmement présidentiel où tout est tourné sur un homme et on parle toujours d'un homme. Donc là, j'ai essayé de pas trop le faire, mais enfin sur Jupiter, c'était trop tentant. Mais Dumézil nous en dit quelques mots également. Merci beaucoup Gaspard Koenig d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle le nom de votre livre Time to Philo. C'est aussi une newsletter philosophique qui va continuer sa vie avec d'autres philosophes que vous. Et d'autres idéologiques que la mienne, voilà. Des gens qui viendront de tous les parcours intellectuels. Et voilà, bonne route philosophique. Alors. Merci. Merci à vous Gaspard Koenig, merci Tam. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.